Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Bonjour Philippe-Henri Honegger. Bonjour. Et bonjour Paul. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Frédéric Ploquin, vous êtes le spécialiste du grand banditisme. Vous avez notamment coécrit Insécurité, stop à la descente aux enfers chez Fayard. Très tôt, vous avez mis en lumière, notamment dans un documentaire La drogue est dans le pré, le fait que le trafic n'épargne plus campagne ni ville moyenne. Et pas seulement. Pierre-Henri Honegger, vous êtes avocat pénaliste, fondateur du cabinet Ruben et Associés, et vous avez défendu tous les acteurs du réseau, des plus gros narcotrafiquants aux plus petits maillons de la chaîne. On va essayer donc de comprendre avec vous ce matin de quoi parle-t-on exactement quand on parle de narcotrafic, de crimes d'intimidation. Quel est ce mal qui ronge le pays une semaine après l'assassinat du frère d'Amin Kessassi, militant engagé dans la lutte contre le narcotrafic. On l'écoute, c'était à votre micro, Paul, sur France Info. Le premier sentiment que j'ai, c'est la culpabilité. Mon frère est aujourd'hui dans ce cercueil, à ma place. C'est quelque chose que j'arrive pas à supporter. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux sont attendus à Marseille tout à l'heure. Pour le gouvernement, cet assassinat, c'est un point de bascule. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord, Frédéric Ploquin, avec ce constat? Le meurtre du frère d'Amin, c'est un point de bascule. Oui, pour une raison très simple, c'est que pour une fois, il ne s'agit pas de terroriser le gang adverse, d'intimider, entre guillemets. Mais en fait, d'intimidation, je pense qu'il s'agit plus de terroriser, puisqu'il s'agit d'éliminer de la surface de la Terre. Donc pour moi, l'intimidation, c'est pas je t'élimine de la surface de la Terre. L'intimidation, ça peut être éventuellement ce qu'on appelle en Italie la jambisation, on tire dans les pattes. On demande quoi la jambisation? La jambisation, c'est tirer dans les jambes de quelqu'un. Après, il est handicapé à vie, mais au moins normalement, il est calmé. On lui tire pas dans le haut du corps, on lui tire dans le bas du corps. Vous nous disiez tout à l'heure avec Agathe c'est autre chose. Que ces tueurs avaient une jouissance à tuer, à faire mal particulière, c'est ça? Pour moi, effectivement, dans cette nouvelle, on va dire, génération qui a pris le pouvoir à Marseille dans le trafic de stupéfiants, qui a récupéré la manne financière, il y a dans cette accumulation de meurtres une volonté de mise en scène du meurtre afin de mieux terroriser l'adversaire. C'est-à-dire qu'on se contente pas de mettre une balle dans la tête de quelqu'un, il faut le découper en morceaux, pourquoi pas à la scie, le faire brûler, le mettre dans le coffre d'une voiture, l'amener en forêt, faire en mode barbecue. Donc il y a une espèce de mise en scène de la mort, parce que comme si tuer quelqu'un ne suffisait pas à terroriser, à intimider. Ce qui est aussi arrivé à Amin Kessassi, son grand frère Brahim, pareil, est mort dans une voiture. Il s'agit d'une mise en scène de la mort visant vraiment à faire en sorte que tout le monde comprenne qui ils sont. Donc je parle, oui, effectivement, derrière cela d'une forme de jouissance. Mais pour terminer sur le point de bascule, pour moi, on se disait depuis un moment, j'enquête tous les jours sur ce sujet, on me disait, un jour, ils vont s'en prendre à un surveillant de prison, à un directeur de détention, à un avocat parce qu'il aura mal fait son boulot à leurs yeux, à un magistrat parce qu'il sera trop en pointe, à un élu local qui aura été un petit peu trop insistant pour fermer un point de deal qui était lucratif. On disait ça. Ou voir un journaliste. On disait cela, mais ça ne s'était pas produit. Et là, c'est pas un règlement de compte à quoi on est confronté. C'est pas un voyou qui fait exécuter. Parce que le frère d'Amin Kessassi n'a rien à voir avec le trafic. On s'était habitué, ça. Je dirais, à la limite, un règlement de compte de plus, on aurait dit, allez, ça fait un de plus, on compte, on dit, allez, 21, 22, 23. Quelque part, ça fait plus descendre les gens dans la rue. Là, c'est pas un règlement de compte dont il s'agit. On tue quelqu'un, parce qu'en fait, il s'agissait de tuer Amin Kessassi et pas son petit frère. On veut tuer quelqu'un uniquement parce qu'il parle, uniquement parce qu'il écrit des livres, uniquement parce qu'il est devenu, rapidement, il a que 22 ans. Il est devenu le porte-parole de la société civile marseillaise qui refuse l'ultra-violence, qui refuse l'emprise du narcotrafic sur les quartiers. Il est celui qui ne baisse pas les yeux. Il est celui, Amin Kessassi, il est celui qui regarde les choses en face, qui nomme les choses et qui les nomme. Et donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, je termine juste sur la société civile a déjà été éclaboussée, puisqu'il y a eu des balles perdues. Et vous vous souvenez de cette jeune étudiante à Marseille qui est morte alors qu'elle faisait ses devoirs dans son appartement à cause d'une balle de Kalachnikov qui a été mal tirée. Là, c'est autre chose. C'est pas une balle perdue. C'est volontairement faire taire la société. Et c'est en cela qu'il y a, pour nous,
et derrière Amin Kessassi, c'est la République qui est quelque part défiée. Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe-Henri Honegger, vous qui défendez des narcotrafiquants, est-ce que vous constatez un point de bascule aujourd'hui ? Ils ont franchi une étape qu'ils ne se permettaient pas de franchir auparavant en s'en prenant aux frères d'un militant qui n'avait rien à voir avec le trafic de drogue ? Je pense, et c'est ce qu'on fait toujours quand on est avocat, c'est-à-dire que on va aller s'intéresser au cas particulier et regarder la particularité du cas, c'est-à-dire de tirer d'un cas particulier qui est peut-être un épiphénomène, quelque chose qui serait d'absolument général et une bascule qui serait nationale, c'est à mon avis aller un petit peu trop vite. Il y a un cas particulier qui est le cas marseillais et il y a le cas particulier qui est celui-ci et qui est effectivement très inquiétant. Et je crois que personne ne conteste que il y a du trafic de stupéfiants en France, qu'il y a des violences qui sont liées au trafic de stupéfiants et que c'est très inquiétant. Maintenant, est-ce qu'on a une bascule plus générale dans le cadre du trafic de stupéfiants? C'est beaucoup moins clair. Vous en doutez? Par exemple, on peut regarder les chiffres. On sait que depuis 2 ans, les chiffres du nombre de personnes tuées dans le cadre de stupéfiants a baissé. Donc c'est difficile de vous dire qu'on a un point de bascule alors que ça va plutôt à la baisse. Mais est-ce que c'est le signe qu'il y a moins de trafic, le fait qu'il y ait moins de... Je ne sais pas si c'est le signe qu'il y a le moins de trafic, mais là on parle du fait de tuer quelqu'un dans le cadre de trafic de stupéfiants comme étant un point de bascule. On sait aussi que on a pu avoir un certain nombre important de règlements de compte et d'allers-retours à un moment donné parce qu'ont été justement démantelés des gangs très importants à Marseille et qui donc c'était plutôt le signe de l'affaiblissement des groupes criminels qui a conduit à ce qu'ils se tirent les uns sur les autres pour récupérer le marché. Donc moi je vous dis pas fermez les yeux, laissez passer, rien ne se passe. Je dis juste que on a peut-être tendance aussi à grossir la réalité de ce que c'est, parce qu'il y a des enjeux qui sont tout simplement politiques, et que parfois c'est peut-être plus simple de venir appuyer sur la question du trafic de stupéfiants plutôt que sur d'autres sujets. Frédéric Ploquin, je vois que vous n'êtes pas d'accord, je vais vous donner la parole, mais on va avancer en même temps. Qui sont les acteurs de ce trafic aujourd'hui ? Non, mais il n'est pas tué, ce jeune homme de 20 ans n'est pas tué dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Ce jeune homme de 20 ans est un garçon qui se destinait à devenir policier. Il avait raté le concours de gardien de la paix. Il allait le repasser, donc c'est pas... Mais je dis pas qu'il est tué parce qu'il a participé au trafic. Non, mais et Amin Kessassi, lui, ne l'est absolument pas. En fait, on est dans le cadre de voyous qui estiment que la famille d'une victime, parce qu'en fait, ils auraient tué... il y a un premier frère qui est mort il y a 5 ans. Brahim. Lui, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, effectivement. Et ensuite, on s'en prend à la famille parce que la famille veut juste faire son boulot, demande justice. La famille Kessassi a le tort, aujourd'hui, aux yeux de ceux qui commanditent l'assassinat de ce garçon, de demander que justice soit faite, de demander que les auteurs de l'assassinat du premier frère soient identifiés, que les commanditaires de cet assassinat soient identifiés. C'est ça le tort qu'ils ont. Donc, quelque part, ils se placent pas sur le terrain classique de la vendetta. Parce qu'effectivement, les morts, en matière de règlement de compte, c'est toujours comme ça. Vous voulez venger votre frère qui a été tué, vous êtes vous-même trafiquant de stupéfiants, il n'y a pas de problème, vous êtes en famille, si j'ose dire. Et on a bien entendu la nuance. C'est pour ça qu'on vous a invité. Oui. Vous êtes un spécialiste du grand banditisme, et vous, Philippe-Henri Honegger, vous êtes un avocat, donc vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout. La question qu'on se pose... non, pas du tout, au contraire, c'est enrichissant. La question que l'on se pose aujourd'hui, justement, c'est qui est derrière cet assassinat. Écoutez, Amin, toujours Amin Kessassi, interrogé par Paul sur France Info. Est-ce que vous y voyez la main de la DZ Mafia ? Je sais pas qui a fait ça, je sais pas qui est derrière tout ça, je sais pas qui pourrait croire que moi, un jeune de 22 ans, j'aurais la force de nuire à ce point à des deals, à ce point à un système, à ce point à un fléau, à quelque chose qui brasse des milliards chaque année, à quelque chose qui a une véritable milice, des gens armés comme moi, un jeune de 22 ans, je peux représenter une menace pour ça. Elle est crédible, cette piste de la DZ Mafia, une des plus grandes mafias. Dites-nous, de quoi on parle et est-ce que c'est plausible, Frédéric Ploquin ? La DZ Mafia, c'est, on va dire, le gang criminel qui monte à partir du sud de la France depuis 4 ou 5 ans. C'est le gang criminel qui a affiché sa supériorité sur le marché de la drogue à Marseille en éliminant le clan adverse qui était la bande du Yoda, ce qui a d'ailleurs fait flamber en France, la comptabilité des meurtres pendant 2 ans, on a eu une flambée essentiellement due à cette guerre qui signait la montée en puissance d'une organisation jusque-là inconnue, composée d'individus qui, entre 20 et 30 ans,
dont les patrons aujourd'hui ont un maximum de 30 ans. Les barons, les patrons ne sont pas plus âgés que ceux-là. Donc c'est une bande qui affiche aujourd'hui sa volonté conquérante sur tout le territoire de la France. Ils sont partis de Marseille, ils ont tenté d'installer leur emprise à Avignon, à Nîmes, à Montpellier, à Nice, et maintenant ils sont en train de remonter jusqu'à Clermont-Ferrand, etc. Donc c'est une espèce de marque de fabrique, de franchise presque qu'ils essaient d'imposer sur tout le territoire français. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Dans cet assassinat ou pas? Écoutez, aujourd'hui en France, il n'y a pas énormément de monde qui serait capable de commanditer ce type de meurtre. Donc, le fait que cette organisation soit aujourd'hui soupçonnée n'est absolument pas une surprise. C'est cette organisation qui était derrière les menaces récemment d'un chef de détention au Baumette qui a dû être un cadre des Baumettes qui a quand même dû être exfiltré parce qu'il faisait l'objet d'un contrat à peu près de la même manière. Un contrat sur sa tête. Sur sa tête, et on avait clairement identifié. Il faut monter dans des prisons. On peut comme non, ça, mais pas parfois. Je veux dire, en fait, ces individus. Rappelez-vous Mohamed Amra, le garçon qui à l'occasion de son évasion d'une prison en Normandie, a vu exécuter autour de lui pour s'évader deux surveillants de l'administration pénitentiaire. On est vraiment dans une nouvelle méthode, une nouvelle mode, une nouvelle façon d'exprimer la violence, on va dire. Et cette DZ mafia exerce son emprise jusqu'en Normandie, effectivement, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire DZ mafia? Il faut juste dire aux auditeurs, DZ, c'est quoi? Algérie. C'est l'Algérie, ouais, c'est ça, c'est la plaque d'immatriculation, on va dire, ils se revendiquent. Et moi, ce qui me surprend chez ces individus-là, c'est le fait de défier l'État ouvertement, de se revendiquer, de s'afficher. Jusqu'à présent, les grands bandits, les grands voyous, ils se cachaient, ils essayaient de, ils faisaient la fête dans des boîtes de nuit éventuellement, mais ils n'allaient pas écrire leur nom sur les murs, dire qui ils sont. Donc il y a une espèce de volonté de toute puissance qui n'existait pas dans les générations précédentes. Les grands bandits aussi, ils quittent la France. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a réclamé l'extradition d'une quinzaine de narcotrafiquants présumés, particulièrement signalés, recherchés par la France. Il était en visite aux Émirats Arabes Unis, où ils sont, pour certains d'entre eux, partis s'installer. 14 ont déjà été extradés depuis le début de l'année. On entend souvent tous les responsables politiques dire il faut qu'on tape le haut du spectre, le haut du spectre. C'est qui, maître? Je vois que vous n'étiez pas d'accord avec le spécialiste du grand banditisme. Vous qui en défendez certains, qui sont-ils? Où vivent-ils? Non, mais c'est très compliqué à dire, et d'autant plus que très souvent, en réalité, ils sont pas formellement identifiés. C'est-à-dire qu'il y a ce que peut vous dire un journaliste qui enquête et qui a un certain nombre d'informations, puis après, il y a ce qu'on peut démontrer judiciairement. Après, ce qu'on sait, quand on parle du haut du spectre, d'abord, c'est que c'est une extrême minorité. Il faut pas oublier que la grande majorité des gens dont on dit qu'ils sont des trafiquants de stupéfiants, c'est des petits gamins qui sont dans la rue, dans les quartiers, qui touchent une misère pour faire le guetteur, pour vendre et tout ça. C'est ça la réalité, j'allais dire, sociale du trafic de stupéfiants. Et vous avez défendu ce qu'on appelle un collecteur. C'est un maillon assez bas dans la chaîne, celui qui récolte l'argent du deal. Mais vous avez aussi défendu un docker, vous m'avez dit, qui avait été menacé par la mafia et des gros. Enfin, expliquez-nous un peu les profils. En fait, il y a de tout, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est cette diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, politiquement, on se focalise en donnant l'impression que les trafiquants de stupéfiants, ce sont des sortes de caïds immenses avec des moyens financiers incroyables, sans foi ni loi. C'est une extrême minorité. La très grande majorité, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que moi j'ai défendu un docker du Havre, un gamin de 20 ans qu'on est venu voir un jour en lui promettant des sommes mirobolantes pour sortir un container. Des petits gamins de cité qui malheureusement ont l'impression qu'ils n'ont aucun avenir dans la vie autre que d'aller vendre une barrette en bas de chez eux. Le collecteur dont vous parlez, qui était un gars absolument inséré, totalement normal, qui était au chômage et à qui un jour on a dit tu fais des allers-retours d'un point A à un point B, tu nous ramènes des petites enveloppes et en échange on te donne un salaire. C'était quasiment un salarié avec un emploi du temps et une fiche de pointage. Donc en fait c'est aussi ça la réalité sociale de ce qu'est le trafic de stupéfiants en France. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, parce que quand on s'intéresse à la manière de réprimer ou de lutter contre ça, on doit aussi regarder cette vérité sociale là et ne pas accumuler des effets d'annonce ou alors des annonces un peu spectaculaires qui dans l'ensemble sont relativement inefficaces. On a le dans un instant, parce que oui, on lance l'info en 1 minute. On va parler de l'évolution du trafic. Vous rebondirez juste après. Des moyens aussi mis
décennies contre le trafic de drogue par le gouvernement. Mais tout de suite, il est 8h48. C'est l'info en 1 minute avec Théo Metton-Régimbaud. Le niveau des enfants français est faible. L'éducation nationale révèle les résultats des évaluations nationales. Moins de la moitié des élèves ont une maîtrise satisfaisante des mathématiques. Niveau fragile aussi en lecture, grammaire et conjugaison. Des inégalités sociales très fortes sont relevées. Le militant anti-narcotrafic Amine Kessassi appelle à 1 minute de silence samedi devant les mairies après le meurtre de son frère à Marseille il y a une semaine. Un crime d'intimidation selon les autorités. Cette mort est un échec collectif, souligne le jeune homme ce matin. 3 ministres saisissent le procureur pour des contenus révisionnistes et négationnistes sur les chambres à gaz publiées par l'intelligence artificielle de X. Grok a contesté sur la plateforme le caractère criminel des actes commis à Auschwitz. Ce jeudi, 3e jeudi de novembre, signe le retour du Beaujolais nouveau. Les rendements sont un peu plus faibles cette année à cause de la météo. Plus de 14 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau se sont vendues l'an dernier. France Info. Le 8h30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme, et Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste. On parlait de qui est derrière ce narcotrafic, qui est derrière l'assassinat du frère d'Amine Kessassi, Paul. Et le président de la République a demandé mardi d'amplifier la lutte contre le narcotrafic en adoptant la même approche que pour le terrorisme. Est-ce que ça vous paraît à tous les deux un parallèle intéressant ou au contraire un effet d'annonce? Je vais juste compléter ce qui vient, si je peux me permettre. Effectivement, c'est comme dans l'économie réelle, vous avez tout le spectre. Je veux dire, vous avez le livreur, le smicard, jusqu'au milliardaire. Dans le trafic de stupéfiants, c'est la même chose. Le jeune mineur isolé qui vient de se faire tirer dans le dos à la Kalachnikov à Grenoble et qui est entre la vie et la mort aujourd'hui, dont on présume qu'il ait participé à un point de deal, c'est vraiment le bas du spectre, le bas de l'échelle. Et aujourd'hui, ce sont les proies faciles, ces jeunes. Ce sont ceux qu'on envoie à l'abattoir en réalité. C'est de la chair à canon pour les prison. La chair à prison ou de la chair à canon s'ils meurent pour les trafiquants de stupéfiants. Et à la tête, pour répondre à la question de tout à l'heure, vous avez, on va dire, l'émergence aujourd'hui d'un fait particulièrement nouveau signalé par les services de police judiciaire qui sont en pointe sur ces sujets, qui est l'émergence d'un véritable, ce qui n'existait pas avant, cartel à la française, avec, on va dire, entre 5 et 10 individus identifiés aujourd'hui, mais pas arrêtés, donc évidemment présumés innocents, qui vivent à Dubaï et qui là dans un petit café se réunissent, un café français d'ailleurs, se réunissent pour se partager le marché, pour fixer les prix. Donc c'est ça la cartélisation. Je vous repose ma question, est-ce que ces narcos sont des terroristes? Est-ce que ça vous paraît pertinent sur la loi terroriste? Moi je lis juste à la création de ce parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, à partir du 1er janvier. Moi je pense que la comparaison avec le terrorisme qui est faite au sommet de l'État aujourd'hui, elle vise à une chose. C'est un peu ce qui s'est passé après le Bataclan, après la vague terroriste de 2015, c'est en gros le chef de l'État de l'époque, François Hollande, a convoqué tous les services, police, douane, gendarmerie, et leur a dit, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, a dit arrêtez de vous tirer dans les pattes, essayez de bosser ensemble sur le terrorisme, essayez de faire en sorte que les services de renseignement français travaillent main dans la main et non pas comme s'ils étaient ennemis. C'est ça qui s'est passé en 2015. Et on a mis d'aplomb le renseignement français, on a créé une DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a des résultats parce que globalement, il y a quand même beaucoup d'attentats évités, d'accord ? Et donc l'idée, je pense, de ce message qui a été envoyé dans cette convocation à l'Élysée, c'est de dire aux douanes, aux gendarmes et aux policiers, en gros, d'arrêter de chacun jouer dans leur couloir de nage, mais d'essayer de nager ensemble contre le travail. Non, mais c'est ça l'idée. Ouais. C'est pas forcément de dire que le terrorisme et le trafic de stupéfiants, c'est la même chose. Mais c'est de dire au service de l'État, travailler ensemble. Et donc, il y a cette création annoncée pour le mois de janvier d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée sur le modèle de celui du terrorisme, qui pourrait peut-être nous éviter demain des nouvelles affaires Amra, précisément, parce que le nommé Amra, parce qu'on n'a pas fini tout à l'heure, qui avait commandité son évasion depuis la prison, comme il commandite un assassinat depuis la prison, lui avait échappé
justement au croisement entre tribunaux parce qu'ils profitaient de cette espèce de dispersion d'informations. Donc c'est ça l'idée. Quel regard porte l'avocat que vous êtes, Philippe-Henri Honegger, sur cette nouvelle loi qui prévoit, au-delà de ce parquet spécialisé, des quartiers de haute sécurité dans les prisons, un nouveau statut de repenti pour les narcotrafiquants qui accepteraient de collaborer avec la justice? Est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens ou pour vous c'est trop restrictif et ce sont les droits de vos clients qui sont menacés? Non mais ça va dans le bon sens d'essayer de lutter contre le trafic de stupéfiants parce qu'effectivement c'est pas bon socialement qu'il y ait un trafic de stupéfiants dans une société. Maintenant ce qui est toujours un peu gênant c'est effectivement cette comparaison qu'on vient faire avec le terrorisme alors que ça n'a strictement rien à voir et les moyens qui sont déployés en termes de contraintes par rapport aux libertés publiques, de moyens médiatiques qui sont mis en œuvre par rapport à un problème dont il faut non pas relativiser la réalité, mais juste donner un peu de perspective. On parlait des meurtres dans le cadre des trafics de stupéfiants. En 2024, c'est autour de 100-110. Le nombre de féminicides en France en 2024, c'est autour de 130. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais est-ce qu'on met les mêmes moyens? Si l'important, c'est de lutter contre les morts, c'est de mettre des moyens là où les gens meurent, eh ben, je me demande pourquoi on en met autant sur ça et pas sur d'autres. Si on parle de santé publique, parce que les stupéfiants, c'est un problème de santé publique. Le tabac, 75 000 morts par an. Les produits stupéfiants, entre 1200 et 1600 morts par an. Moi, je dis il faut pas lutter contre le trafic de stupéfiants. Je dis juste pourquoi est-ce qu'on vient parler de terrorisme dans ces cas-là et qu'on s'intéresse beaucoup moins aux autres sujets. Et la réponse, c'est parce que politiquement, on a l'impression que c'est plus fort, qu'on gagne plus de points. Mais c'est un peu tromper les gens. D'un mot, Philippe-Henri Honegger, vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez des clients qui sont dans les quartiers de haute sécurité issus de cette nouvelle loi, donc des prisons ultra sécurisées. Comment ça se passe là-bas ? Et ça se passe mal, mais pour une raison simple. Si ça a été interdit dans les années 80 et Monsieur Badinter, qui a été panthéonisé récemment, malheureusement, de là où il est, doit regarder avec beaucoup de regrets ce qui est en train de se passer, c'est parce que ces quartiers de haute sécurité, dont le fondement est en réalité l'isolement total des gens, et notamment l'isolement psychologique, ça a des conséquences gravissimes. C'est-à-dire qu'à très court terme, on a raison de se dire, ils seront moins en contact avec l'extérieur, ils vont moins pouvoir faire ci, ils vont moins pouvoir faire ça. Ils ne pourront pas organiser d'attentats, de meurtres depuis leur cellule. Mais il existait avant des quartiers d'isolement qui auraient pu être renforcés au sein des prisons et qui auraient pu fonctionner. Mais avec ces mesures-là, ce qu'on fait, c'est que psychologiquement, on atteint très fortement à ce qu'on appelle maintenant la santé mentale des gens, et qu'en réalité, en ayant l'impression de se protéger à court terme, on construit ou on permet à ce que plus tard, parce qu'avec le temps, il y a des gens qui vont ressortir, et que ces gens-là soient beaucoup plus dangereux qu'ils l'étaient avant. Non, mais je le rappelle juste parce que le trafic de stupéfiants, la peine encourue, c'est 10 ans. En un mot, Frédéric Ploquin, avant la question qui, Frédéric Ploquin, je vous en un mot, non, je voudrais dire que je suis en train de me poser la question de savoir si on n'a pas là un assassinat politique en réalité, un crime politique. Et donc, quelque part qui s'apparenterait un petit peu au terrorisme. En tout cas, ça fait écho pour moi à l'assassinat du juge Michel en 1981 par les voyous marseillais, à Marseille déjà. Et donc, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que on n'est pas dans un règlement de compte classique. Et c'est ça qui me fait penser un petit peu au terrorisme, mais peut-être dans un crime politique. Il est 8h57 sur France Info, l'heure de la question qui stupéfie. Maître, vous défendez quand même, excusez-moi de le dire, des sociopathes ultra-violents. Quel est votre souvenir le plus marquant ? Le souvenir le plus marquant que j'aurais par rapport à ce que vous dites, c'est que je défendais quelqu'un devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence à qui on reprochait d'être un sociopathe ultra-violent parce qu'on lui reprochait d'avoir participé à un règlement de compte à la Kalachnikov dans le cadre duquel il y avait eu 2 morts. Pendant 5 ans, il a été en détention provisoire. Pendant 5 ans, il a clamé son innocence. Notamment, on l'accusait sur la base de géolocalisation téléphonique auquel, pendant les 5 ans de procédure, on n'avait pas pu avoir accès. Donc lui était innocent, c'est ça ? Et finalement, devant la cour d'assises, on a eu accès à ces éléments.
Il a été innocenté, et ce qui était stupéfiant, c'est de le voir sortir de prison au bout de 5 ans, et pour la première fois de pouvoir notamment prendre dans ses mains sa fille qui était née pendant le temps de sa détention. Et vous, Frédéric Ploquin, qui enquêtez depuis des années sur la mafia, sur le trafic de drogue, on imagine que vous avez vu beaucoup de choses aussi violentes ou stupéfiantes. Il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier? Oui, j'ai vu un point de bascule lorsque le chef du clan Yoda, qui était l'adversaire sur le terrain de la DZ Mafia, s'est mis à fêter son premier million en organisant dans son quartier, au centre-ville de Marseille, un feu d'artifice. Je me suis dit, j'ai pressenti qu'on était en train de basculer, qu'on avait une nouvelle génération qui arrivait sur le terrain du trafic de stupéfiants, et ça s'est confirmé depuis. Parce que le feu d'artifice, c'est une manière de s'exposer, de se montrer. On ne se cache plus, on est là, on est dans la ville, on occupe le terrain, et de là, on est arrivé à cette fameuse conférence de presse quasi en mode FLNC de la DZ Mafia, disant non, là, c'est pas nous qui avons agi, etc., avec des cagoules sur la tête. Donc une espèce de génération hyper démonstrative qui a la volonté de nous défier en permanence, de se montrer qu'ils se cachent plus là où les voyous d'avant. Je veux dire, il fallait prendre des précautions inouïes pour les rencontrer. Tout d'un coup, vous allez, moi, un journaliste, je vais dans ce quartier-là, et ils viennent quasiment me voir pour communiquer. Vous imaginez ce à quoi on a affaire en face de nous aujourd'hui? Des gens qui communiquent sur leurs crimes. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Frédéric Ploquin, merci Philippe Honnegar d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci beaucoup, Paul. Merci Agathe, merci à tous les deux. Bonne journée. Bonne journée, vous restez avec nous sur France Info. Dans un instant, ce sont les informés avec Renaud Dely.